va passer donc tout de suite maintenant à la deuxième table ronde sur la place des masseurs-kinésithérapeutes dans la prévention. Donc je vais appeler pour cette deuxième table ronde sur la scène Sébastien Guérard, qui vient de Perpignan, qui est secrétaire général chargé de l'exercice, de la prévention et des relations d'assurance mutuelle complémentaires à la FFMKR. À ses côtés, Pascal Desbois, président de France Kiné Prévention. Nuno Pérez, président du Conseil de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Midi-Pyrénées et qui remplace François Ménien, qui est retenu à Paris pour, sachez-le, finaliser avec le gouvernement des amendements concernant la kinésithérapie avant la présentation du projet de loi de santé lundi. À ses côtés, Jean-François Coite, qui est cadre formateur à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie. Voilà, il est venu avec son fan club lui aussi, ça fait du bien. Tout comme Frédéric André, qui est cadre de santé formateur à l'école de kiné. Ah ouais. Vous les avez payés cher? Non, pas trop, ça va? Bon, alors tant mieux. Alors 5 intervenants donc autour de cette table ronde et de la place des masseurs-kinésithérapeutes dans la prévention. Alors ma première question, elle va être pour vous tous de façon collégiale, mais est-ce que cette question simple, on aurait pu se la poser il y a 15-20 ans? 30 ans. Allez-y. Allez, Pascal Desbois, vous voulez ouvrir le bal, allez-y. Je pense que pour entrer en matière, il est bien de souligner que l'OMS, il y a 30 ans, dans la charte d'Ottawa, en 86, soulignait le fait qu'il fallait absolument que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, quittent l'offre unique de soins pour s'engager en prévention. Et il précisait même à l'époque qu'il fallait que ça fasse absolument partie de la formation initiale. Donc, effectivement, près de 30 ans après, la question est plus que légitime, je crois. Elle est plus que légitime. C'est aussi votre avis. Allez-y. Oui, moi je vais rappeler simplement le décret de compétences des masseurs-kinésithérapeutes, article 1 et article 13, qui nous garantissent en fait nos compétences en matière de prévention, primaire notamment, et l'accès direct en prévention primaire. Donc on a eu un discours ce matin qui tournait beaucoup autour de l'investiture du masseur-kinésithérapeute dans la prévention, où on se posait encore certaines questions. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Est-ce qu'on ne peut pas faire un bilan? On peut le faire en accès direct et c'est tout à fait légitime, que ce soit au sein de nos cabinets ou en extérieur, comme on a pu le voir à travers différents exemples ce matin, en entreprise, dans le milieu sportif, carcéral ou scolaire. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas malade, je peux aller demain chez un masseur-kinésithérapeute en disant « Monsieur, je voudrais un bilan et je n'ai pas été voir mon médecin avant, je n'ai pas été fléché par quelqu'un avant. » Tout à fait, c'est la loi. C'est la loi normale. Et je suis remboursé intégral? Comment ça se passe? Non, vous n'êtes pas remboursé. C'est ça la question aussi qu'on va se poser. On est dans un champ qui est en dehors du champ conventionnel, c'est-à-dire qu'on est en dehors du circuit habituel prescriptif dit assurance maladie. Donc on est juste apte à réaliser un bilan que le patient financera sur ses propres deniers, éventuellement par le biais de sa mutuelle complémentaire, si la mutuelle complémentaire le prend en charge. Alors, je vais redonner la parole à Pascal Desbois quelques minutes pour évoquer cette question. Depuis un peu plus de 20 ans que cette place des masseurs-kinésithérapeutes dans la prévention. Vous êtes, vous, à la tête, je l'ai dit tout à l'heure, de Kiné France Prévention depuis 20 ans, 30 ans. Comment vous avez vu, vous, les choses évoluer? Depuis un peu plus de 20 ans que notre association existe, les choses évoluent puisque le réseau grossit. Il y a 20 ans, nos collègues qui ont créé cette association étaient des précurseurs parce que peu de gens s'intéressaient ou prononçaient le mot prévention. Bon, maintenant, ça devient quelque chose d'extrêmement répandu. La preuve, on est tous aujourd'hui en train d'en parler. Et cette évolution va croissante parce que les besoins s'en font ressentir, parce que les situations économiques de l'exercice des soins est problématique, donc ça questionne aussi beaucoup les professionnels. Et puis parce qu'il y a un vrai besoin sur le terrain. Et ce qui est extrêmement important à souligner, c'est qu'en tant que kiné, nous avons vraiment des prérogatives importantes à faire valoir en s'appuyant sur notre cœur de métier, sur notre spécificité. On a vraiment des armes importantes à mettre en avant, en fait. Et en plus, le fait de voir les gens de façon suivie, avec une vraie proximité, une vraie confiance, de façon donc répétitive, ça nous permet de mettre en place des protocoles qui peuvent être légers ou plus importants pour donner une place plus importante à la prévention. Et je crois que tous les gens qui sont engagés en prévention comme moi depuis plus ou moins longtemps seront d'accord ou unanimes pour dire que quand on s'engage en prévention, ça change aussi notre façon de voir les soins, en fait. La prévention fait partie après du protocole thérapeutique et devient même notre ambition première.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez, que cette association, cette fédération d'associations plus exactement, a été créée il y a donc 20 ans? Il y a plus de 20 ans maintenant. Je pense que dans tout univers professionnel ou social, il y a des gens innovateurs, intuitifs, créateurs, avec du charisme pour certains, ce qui permet justement de tirer les autres. Moi, je me suis fait tirer l'oreille pendant des années par un ami et collègue et qui m'a dit allez, viens, on va se former. Puis un jour, j'ai dit oui. Puis voilà où ça m'a mené, en fait. Et je ne le regrette pas. Et je crois qu'on a tous beaucoup à faire et beaucoup à faire ensemble. On est dans une position professionnelle où on est fragilisé, comme beaucoup d'entités professionnelles. Et on a besoin de beaucoup d'unité, de réseau, de partage, de travail associé, même si chacun mène sa route et vit son propre chemin. On a besoin à un moment donné de se réunir. Et je pense que la prévention est un excellent support pour mettre en œuvre cette chose-là. Vous avez été des pionniers à l'époque ? Les gens qui ont créé notre réseau étaient des pionniers. Et encore certains, fort heureusement, travaillent avec nous. Ils sont toujours très créatifs d'ailleurs. Ouais. Et ils sont, je pense, fiers et heureux de voir que le mouvement se pérennise et que des jeunes viennent vers nous. On a des jeunes diplômés de 2-3 ans qui s'engagent dans nos comités départementaux. Donc c'est un appel aussi aux étudiants et aux futurs diplômés. Pensez tout de suite à la prévention parce que c'est vraiment notre avenir et on y prend du plaisir et on y trouve une réelle efficacité. Alors, est-ce que vous trouvez, vous tous, que la place des masseurs-kinésithérapeutes, elle a changé justement, elle a évolué, elle a bougé, augmenté ou diminué d'ailleurs depuis 20 ans? Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui font un peu votre boulot aussi, il y a les ergonomes, vous êtes un peu concurrencés quand même sur votre droite et sur votre gauche. Est-ce que vous pensez que ça change justement votre place? Alors moi je pense que ça nous ramène à votre première question, c'est la position que nous pouvons avoir depuis 20 ans. Depuis 20 ans, des groupes de kinés ont pris conscience qu'il fallait se tourner vers l'extérieur et donc aller prendre une place qui nous était offerte, qui nous était promise, parce qu'en fait la prévention fait partie de notre métier dès le départ. Je pense qu'on en prend conscience qu'avec le temps, et peut-être en s'engageant dans des démarches de préventeurs, comme vous avez pu le faire et comme nous l'avons tous fait, je pense. Mais il est important effectivement de se tourner vers l'extérieur et de sortir du cabinet. Faire sortir les kinés du cabinet, c'est très très difficile. On le voit aujourd'hui avec tous les efforts qui ont été faits pour cette organisation et où malgré de nombreux appels et rappels, le nombre est certes là, la qualité est là, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Sur 4000 kinés de la région, nous sommes 5%. Donc, il faut arriver à faire sortir les kinés de leur cabinet pour qu'ils prennent une place qui les attend, qui leur est promise. Et s'ils ne la prennent pas, effectivement, toutes les professions qui sont autour de nous et qui ont faim, c'est une expression que j'utilise souvent parce que je dis les kinés actuellement n'ont pas faim et ils ne se rendent pas compte que pour leur avenir, il faut qu'ils se tournent vers ce qui leur est ouvert. Donc, s'ils ne sortent pas de leur cabinet et qu'ils n'investissent pas ce champ, effectivement, tout le monde va s'y précipiter. Alors maintenant, quand vous parlez des ergonomes, je suis pour ma part ergonome, et c'est un complément de formation qu'on peut percevoir comme nécessaire pour s'engager plus avant dans la prévention. Ça n'est pas un métier en soi, c'est une formation et une compétence complémentaire qu'on peut acquérir. Et donc là, il faudra se tourner vers les instances qui travaillent sur la réforme de nos études pour que soit développé le champ de l'ergonomie et de la prévention dans le cursus du masseur-kinésithérapeute pour qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher ailleurs ce complément d'information. Mais les ostéos, par exemple, les ostéos qui prennent une place très importante aujourd'hui, on connaît tous des gens qui vont voir les ostéos justement pour faire de la prévention justement de pathologies sur le rachis, etc. Enfin bon, ça aujourd'hui, pourquoi eux et pas vous? Si je peux répondre là-dessus, il faut savoir qu'il y a quand même bon nombre de kinésithérapeutes qui sont aussi ostéopathes, qui ont le droit d'user du titre d'ostéopathe, qui ont fait la formation et qui de toute façon déjà font indirectement de la prévention dans leur pratique ou du thérapeutique. Donc les ostéopathes, c'est une problématique un petit peu particulière parce que soit on parle d'ostéopathes non professionnels de santé, en rentrant un petit peu dans une petite polémique, et des professionnels de santé, mais dans l'activité elle-même, effectivement, il y a une grande part de prévention et les patients sont un petit peu plus informés, d'autant plus que les ostéopathes, je dirais, communiquent là-dessus, sur le fait de traiter le patient lorsqu'il a une problématique particulière. On peut avoir une image figée de la kinésithérapie comme un masseur, etc., alors que c'est beaucoup plus large. Pour l'ostéopathe, c'est un petit peu la même chose.
C'est-à-dire que les patients vont venir pour être traités pour une problématique, on va dire lombalgique par exemple, et au-delà de ça, le message qui va lui être donné, c'est peut-être ne pas attendre d'être complètement bloqué, etc., pour revenir régulièrement, pour éviter que sa santé ne se dégrade, que certaines choses ne s'installent. Indirectement, c'est ce que nous faisons aussi en kinésithérapie, mais un petit peu moins. Alors la problématique est éventuellement multiple, je dirais faute de temps, les habitudes, on peut tout imaginer. Oui, alors je vais rajouter quand même un point. On a entendu parler ce matin dans 2-3 interventions différentes, quelque chose qui me semblait très pertinent. C'était la notion d'amener le patient à se prendre en charge et à devenir acteur et auteur de son soin. Et ce qui me dérange fondamentalement dans les concepts ostéopathiques purs et durs, c'est que le patient subit complètement le soin. Il est thérapeute dépendant. Et c'est pas ce qui fait, à mon sens, le lit de ce que doit être l'éducation thérapeutique du patient et l'éducation à la santé. Alors que le kiné, non. Le kiné, il va essayer d'autonomiser son patient, de faire en sorte qu'il se prenne en charge. C'est ce que vous me dites. Tout à fait. D'accord. Si je peux intervenir juste là-dessus. En tant que praticien, effectivement, je suis ostéopathe, voilà pourquoi est-ce que je parle éventuellement d'ostéopathie, enfin que je réponds à cette question concernant l'ostéopathie. Je ne peux pas m'engager pour tous les kiné-ostéopathes, pour les ostéopathes non professionnels de santé, mais il me semble qu'ils deviennent aussi acteurs, parce que ça ne va pas que sur le fait de venir. J'ai parlé effectivement de la communication sur le fait de venir faire un acte de prévention, etc. Mais ça va au-delà de ça, puisqu'il y a le conseil, il y a l'éducation thérapeutique, qui est quasiment la même ou collée à celle que fait le kinésithérapeute. Mais indirectement, c'est peut-être ma formation de kinésithérapeute qui a mené ça plus que celle de ma formation d'ostéopathie. Et éventuellement, là, je viens vous rejoindre complètement. Non, mon propos était juste concernant les ostéopathes non professionnels de santé qui n'ont pas cette culture médicale qu'aurait le kinésithérapeute, qui, à mon sens, ne sont pas à même à prendre en charge les patients de la même manière qu'un kinésithérapeute ou qu'un kinésithérapeute ostéopathe. Là, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Frédéric André. Donc, par rapport aux ostéos aussi, il y a un autre paramètre qui me paraît important. C'est la présence qu'ils ont hors du cabinet. Je prends un exemple, quand il y a des manifestations sportives, il est de plus en plus rare de voir des kinés qui sont sur le terrain présents avant ou après la manifestation. Par contre, il y a toujours 4-5 ostéopathes. Sur le terrain de la Beige, là, dans les vestiaires de la Beige, il y a un panneau avec des rendez-vous avec les ostéos. Donc je veux dire, c'est la notion aussi de fin, je pense, qui est importante. Ils savent qu'il y a beaucoup de concurrence, que derrière, il faut qu'ils développent des activités parallèles. Et à ce niveau-là, nous, on n'est pas assez représentés à l'extérieur du cabinet. Pour rebondir là-dessus, la différence, c'est que nous sommes des professionnels de santé. Eux, actuellement, ne le sont pas. Et nous sommes tenus à respecter un code de déontologie. Et eux, ils n'ont pas de déontologie à respecter dans ce domaine-là. Et donc le lobbying et la publicité, c'est leur champ d'action actuel. Et manifestement, malheureusement pour nous, ça marche pas mal. Vous ne combattez pas à armes égales, on va dire, sur ce champ-là. Disons qu'on n'est pas sur le même champ, on ne se bat pas. Hein. D'accord. Outre le problème de la concurrence, il y a le fait qui peut venir chez nous pour faire de la prévention, comment ils ont les informations pour savoir qu'on fait la prévention déjà. Où c'est qu'ils peuvent trouver l'information? C'est chez un médecin? Chez le médecin, s'il joue le jeu, oui. Je veux dire, si un patient ne passe pas par le médecin, il a très peu de moyens à part de chercher sur Internet qui peut lui donner des conseils. Donc, à mon avis, il y a ce premier point qui est un écueil. Et le deuxième point, c'est la rémunération. Parce que qui dit kiné dit remboursement par la sécurité sociale. Donc, quand on vient pour faire de la prévention, les patients ont du mal à sortir quand même le portefeuille. Donc je pense qu'il y a ce deuxième problème. Et, vous voulez dire qu'ils ne sont pas prêts à payer pour leur santé? C'est ça que vous me dites là? Et ils sont prêts à sortir la carte vitale, mais pas pour de la prévention. Mais pas la carte bleue en fait. Voilà. C'est ça. Pas la verte, mais la bleue encore plus difficilement. Et ensuite, le troisième écueil, à mon avis, c'est dans la prévention, il y a quand même de la pédagogie, de l'enseignement à faire. Ce n'est pas uniquement retransférer ce qu'on fait en soins par des techniques, des discours. Je pense que pour que ça soit assimilé, il faut aussi avoir des compétences de pédagogie, d'enseignement.
chose que dans nos études, on ne nous apprend pas. Oui, et puis c'est un métier, comme on dit, il faut savoir aussi le faire. Pascal Desbois. Je pourrais rebondir là-dessus justement, en précisant justement que quand on s'engage en prévention, il est nécessaire d'avoir des formations complémentaires. Nos prérequis sont extrêmement importants, mais ne suffisent pas. Donc il faut effectivement aller tâter de la pédagogie, de la communication, de la psychologie sociale, des sciences de l'éducation, tout ce qui peut nous attirer, on n'est pas obligé de tout faire, hein, mais ça apporte énormément à notre pratique, ça nous donne de la crédibilité et ça renforce notre efficacité, bien sûr. Là-dessus, ce que je pourrais même ajouter, c'est qu'effectivement, les formations complémentaires sont tout à fait importantes dans ces domaines-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup des vents, qui est déjà ne serait-ce que pour éviter que tout soit compressé comme ça l'est aujourd'hui. Je pense que mes collègues formateurs seront plus à même de le dire que moi. On pourrait du coup mettre des modules plus spécifiques qui correspondent effectivement, je dirais, à la tendance, allez, on va dire étymologique d'aujourd'hui pour coller à la demande. C'est dans les... Oui, mais vous n'avez pas la compétence. Or, il me semble, malgré tout, qu'effectivement, peut-être dans la formation elle-même, il n'y a pas de module spécifique, mais dans la rééducation et au-delà de ça, même dans l'éducation du patient, parce qu'on l'éduque par rapport à sa pathologie, par rapport à ses problématiques, par rapport au concept d'hygiène de vie que l'on peut avoir, que l'on met d'ailleurs sur nos bilans, c'est marqué, il y a quand même une grande partie d'éducation thérapeutique qui se fait de fait et qui existe déjà au préalable. Donc effectivement, il faudrait, et c'est peut-être le moment, là je prêche un petit peu au niveau ordinal, par rapport à cette réingénierie des études, de la formation, que sur cette augmentation de temps que nous avons, qui est déjà ne serait-ce que pour éviter que tout soit compressé comme ça l'est aujourd'hui. Je pense que mes collègues formateurs seront plus à même de le dire que moi. On pourrait du coup mettre des modules plus spécifiques qui correspondent effectivement, je dirais, à la tendance, allez, on va dire étymologique d'aujourd'hui pour coller à la demande. C'est dans les cartons, ça, Jean-François Coite, par rapport à la réforme qui est actuellement en cours? Je pense que je suis sûrement pas le mieux placé pour en parler. Il y a des groupes de travail qui travaillent actuellement avec le ministère et qui sont en train d'élaborer les conditions d'accès à notre formation ainsi que les nouveaux programmes. Donc je pense qu'il est un peu tôt pour en parler, dans la mesure où de toute façon, je n'ai pas suffisamment d'informations. Voilà. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont avorté jusqu'à présent. Donc il y a les désirs de la profession, qui sont une évidence, une amélioration des connaissances dans le domaine de la pédagogie. C'est un incontournable dans la mesure où une grande partie de notre travail consiste à déléguer de notre compétence aux patients ou même aux familles des patients. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas être soignant sans être, pour une grande partie, formateur. Après, intervenir dans une entreprise, ça demande aussi une formation complémentaire. Bon, moi, j'avais fait une formation en 1995 sur la prévention en entreprise et effectivement, j'avais découvert ce monde. Et j'engage tous les kinés, les plus jeunes surtout, qui veulent intervenir dans une entreprise, surtout à faire une formation de ce type avant, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le nouveau monde dans lequel vous allez entrer. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Exactement. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais s'il y a quelqu'un qui peut mieux répondre à cette question que moi, c'est peut-être... Mais ça, vous le faites quand même, ça fait partie de la formation des kinés quand même. Je fais partie de la formation des kinés, mais je ne fais pas partie du groupe de travail sur la réingénierie. Donc j'aimerais bien donner mon avis, mais maintenant, si on me donne trop souvent mon avis, moi, j'ai tendance à prendre. Dans le cadre des formations des kinés, il y a quand même des moments où les étudiants sont amenés à aller en entreprise, non? Alors, pas forcément. Non, il n'y a rien d'obligatoire à ce niveau-là. Nous, pour notre institut, nous sommes ouverts vers l'entreprise dans la mesure où nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des entreprises. Ah, mais c'est elles qui font la démarche vis-à-vis de vous, d'accord. Exactement. Et à partir de là, nous avons intéressé des étudiants qui ont suivi ou pas cette requête. Et on a eu ça fait 4 années maintenant qu'on a des étudiants qui font des travaux de fin d'études sur l'intervention, soit en entreprise, soit dans le domaine de la prévention. Comme cette année, une étudiante fait un travail sur la prévention à l'encontre des aidants. D'accord. Donc tous les ans, jusqu'à présent, on a quelqu'un qui travaille dans ce domaine de la prévention, mais ça n'est pas du tout inscrit dans les textes. Ça pourrait être plus? Ça pourrait être beaucoup plus, d'autant plus que le champ des stages peut s'ouvrir sur des domaines qui ne sont plus des domaines cliniques. Bien sûr. Et effectivement, ça nous demanderait d'obtenir des partenariats avec des entreprises ou même des groupes mutuels qui pourraient prendre nos étudiants en stage avec des stages très cadrés et qui leur permettraient de s'essayer
à la prévention. Donc les entreprises sont demandeuses. J'imagine que les étudiants oui. qui ont l'air assez dynamiques, puisqu'ils vont, ils vous ont applaudi, et ils peuvent le réapplaudir d'ailleurs, parce que... Au niveau de l'enseignement, justement, à l'heure actuelle, on a commencé un module ergonomie dans lequel, pas plus tard que hier, on a abordé la préparation du kiné avant de se déplacer dans une entreprise. Donc au niveau théorique, ça y est, on est un petit peu bloqué au niveau stage en entreprise, puisque normalement, la loi au niveau de la formation initiale demande à ce qu'il y ait un kiné qui soit présent sur le lieu de stage. Donc les étudiants qui vont en entreprise le font en dehors de leur cursus professionnel, c'est-à-dire le soir après les cours. Et dernièrement, il y a eu quelques mémoires sur une intervention en entreprise, en ergonomie, dans une entreprise qui n'avait rien à voir avec la santé. Mais il faut vraiment que l'étudiant soit motivé et il faut qu'il s'y prenne relativement tôt, parce que c'est une grosse charge de travail. Mais dans les textes, il n'y a rien prévu pour qu'il y ait des stages en entreprise, et surtout pas de stages en entreprise sans présence de kiné diplômé. D'accord. Je voudrais rassurer nos collègues préventeurs, ce n'est pas un stagiaire ou deux par an qui irait occuper ce domaine-là qui boucherait les débouchés pour leur entreprise à eux. D'accord, on ne va pas prendre le travail des vrais préventeurs. Je dirais même qu'au contraire, ça nous amènerait des confrères potentiels pour travailler avec nous après, quoi. Ce qui est encore mieux. On voit plutôt les choses comme ça, de toute façon. Voir le côté plein de la bouteille. C'est vrai que notre intervention d'entreprise est corroborée aussi avec le fait qu'il faut appréhender un milieu particulier, avec des codes particuliers, avec des législations particulières, et on ne peut pas sortir de son cabinet la fleur au fusil sans information. Si ce n'est qu'on risque de se faire rembarrer et décrédibiliser notre métier aussi. Autant il est important d'asseoir nos interventions sur notre cœur de métier, notre spécificité professionnelle, pour qu'elles soient reconnues, autant il faut se prémunir de mauvaises expériences, même si elles ne sont pas totalement évitables, mais pour au moins être des partenaires crédibles pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Stéphane Guérard, justement, faire sortir les kinés de leur cabinet, c'est un peu aussi votre credo. C'est actuellement une action que vous êtes en train de mener? Oui, c'est un petit peu mon challenge en fait, et la mission qui m'a été confiée. C'est-à-dire que, on l'a entendu plusieurs fois, c'est quand et comment le kiné peut-il se libérer du temps pour aller dans l'entreprise. Aujourd'hui, les cabinets... minuit et 4 heures du matin, vous pouvez faire quelque chose quand même. Voilà, les cabinets sont pleins à craquer, les kinés bossent en moyenne de 8h à 20h, 5 jours par semaine. Alors, où, quand, comment peut-on faire de la prévention? Donc, nous, ce qu'on souhaite faire à la FFMKR, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché très fortement du CNPK pour travailler avec eux, puisqu'ils ont l'outil scientifique et nous l'outil politique, l'idée c'est de mettre en place une plateforme qui permettrait de donner aux kinésithérapeutes les moyens techniques, administratifs, juridiques, comme l'évoquait Pascal, pour entrer dans l'entreprise et surtout leur expliquer comment se vendre et comment se dégager du temps. Alors le plus dur, c'est sûr, c'est de rayer la première fois une journée sur le planning et de dire désormais tous les jeudis, je consacrerai mon temps à faire de la prévention en entreprise. Mais en fournissant des outils étayés, je pense qu'on peut y arriver. Il faut simplement prouver au kinésithérapeute qu'en s'ouvrant à d'autres choses que ce qu'il fait tête dans le guidon depuis des années, va lui apporter énormément sur le plan humain, mais aussi et surtout sur le plan financier. On a vu qu'il y avait des difficultés à aller chercher des fonds pour intervenir dans les entreprises. On a aussi entendu dire, les grands spécialistes, que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Et c'est beaucoup plus lucratif qu'une activité en cabinet. Alors, on a peur un petit peu dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que gagner de l'argent, ça fait un peu peur. Le kinésithérapeute se sent un petit peu investi d'une mission humanitaire et devrait presque soigner gratuitement. La vraie vie, c'est pas ça. Je ne suis pas convaincu que la vie conventionnelle que l'on connaisse aujourd'hui dure comme ça encore des années. Et je pense qu'on va se devoir d'aller chercher du travail ailleurs si on veut continuer à être rémunéré à notre juste valeur. Vous êtes en train de me dire que c'est une nouvelle approche professionnelle que vous êtes en train d'imaginer, voire presque une nouvelle approche philosophique de votre propre métier, avec une recherche de marché. C'est tout dans une logique d'entreprise. On est dans une logique d'entreprise, mais aussi on est dans une logique d'économie de marché et d'économie de santé. Et on le voit bien tous les jours avec les chiffres qui tournent dans les grands médias et les journaux télévisés. On sait bien que la sécurité sociale qui finance du soin et de la santé comme elle le fait depuis des années à tour de bras ne pourra pas continuer ad vitam aeternam.
Donc il faut repenser, je pense, le système de soins et de santé en France. Tout le problème réside dans le fait que le kinésithérapeute fait de la prévention dans le cabinet tous les jours. Les médecins aussi, on l'a entendu beaucoup ce matin. Mais en réalité, on est dans 95% des cas dans de la prévention secondaire et tertiaire. Ouais. La vraie prévention primaire, aujourd'hui, si on s'amusait à faire un tour d'horizon dans la salle, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens la pratiquent réellement, au sens noble du terme, c'est-à-dire avant l'apparition de toute pathologie. Pascal Dubois. Je voulais juste donner une précision sur l'histoire du planning à gérer. On y arrive très bien quand on est convaincu et qu'on établit des priorités. Et moi, je travaille en Ile-de-France, on est en désert médical, oui, c'est comme ça. On est de moins en moins nombreux, on refuse le travail toute la journée et on barre des pages entières de planning. C'est des fois difficile de dire non aux gens qu'on connaît depuis 20 ans, de les faire attendre 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, d'espacer les traitements, mais je vous rappelle aussi qu'il faut rendre nos patients autonomes, donc espacer les traitements, des fois, ça peut rendre service. Ça les oblige aussi à prendre en compte différemment le soin, et pas uniquement se faire masser 2 fois par semaine, mais être des vrais acteurs de leur santé au quotidien. Et je pense que cette action de prévention, parce qu'on parle beaucoup, on échange avec nos patients, elle nous crédibilise encore un peu plus qu'en fait. Les gens nous voient encore sous un autre aspect. Et franchement, c'est réalisable, en fait. Il ne faut pas se mettre des barrières qui n'en sont pas, en fait. Ça ne vous semble pas antinomique avec aujourd'hui les difficultés liées à votre organisation professionnelle? Elle ne dépend pas que de nous, toute cette organisation. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas attendre sans arrêt des pouvoirs publics qui nous donnent des solutions, même si c'est leur rôle. Il faut qu'on se prenne en main pour proposer des choses. Il faut être force de proposition, en fait. Et on a la chance d'avoir cette qualité professionnelle qui nous permet d'avoir quand même beaucoup d'outils à notre disposition. Donc il faut le faire valoir. Et ça dépend quand même beaucoup de nous. Nuno Peras. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Globalement, c'est que bon, on a un savoir-faire, il nous manque un petit peu le faire savoir, c'est vrai, on pêche un petit peu là-dessus. Au-delà de ça, malgré tout, on a quand même des exemples où, quand les kinésithérapeutes veulent effectivement aménager leur planning pour quelque chose qui les motive vraiment, qui va être d'autres activités, ostéopathie, LPG, esthétique, enfin, et éventuellement rémunérateur, bien sûr, parce que ça va souvent avec, c'est la motivation du changement, parce que sinon, on est tranquillement assis, comme je dirais, sur son canapé, pourquoi se lever, alors qu'on est très bien comme ça? Donc il faut qu'il y ait une motivation, donc ils le font pour d'autres choses, pour la prévention, pourquoi pas? C'est juste qu'ils n'ont pas encore imaginé ou eu l'information qu'ils pouvaient le faire, s'autoriser à le faire. C'est le champ des possibles, et souvent restreint, et on se le restreint souvent soi-même. Je voulais juste rajouter une petite chose. Je pense que ce qu'on croit être du temps peut-être perdu au début, lorsque l'on va quitter un petit peu son cabinet pour faire autre chose, va faire évoluer de façon assez considérable nos pratiques et va faire modifier notre pratique au sein même de notre cabinet a posteriori et va faire gagner un temps considérable et surtout gagner en efficience dans notre pratique quotidienne. Alors, vous vouliez, il faudrait peut-être le rappeler, vous voulez créer, m'avez-vous dit, une structure administrative pour former les kinés justement à la prévention et leur donner des outils, et pas à la prévention, pardon, au fait d'avoir une nouvelle approche professionnelle avec ce boulot de commercial, comme on a évoqué tout à l'heure, et leur donner les outils et les codes via cette association, et ça devrait être opérationnel en 2016, c'est bien ça? On espère 2016, oui. Et ça aura quelle forme? Déjà, est-ce que ça a un nom? Ça s'appellera comment? Alors actuellement, on travaille sur le montage du statut juridique du projet avec le CNPK en partenariat. Dans un premier temps, l'idée est surtout de diffuser, dispenser la formation au fameux bilan santé en kinésithérapie qu'on a pu évoquer ce matin. Et par ailleurs, mettre en place, comme je vous disais, cette structure technico-administrative qui n'a pas de nom encore pour le moment, mais qui devrait voir son horizon dans le courant de l'année 2016, effectivement. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait déjà peut-être une étude de marché, voir si les entreprises sont séduites par rapport à ça, à ce projet-là? Est-ce que vous avez déjà ce projet concerne, comme on le précisait ce matin, un bilan santé kiné d'accès direct pour la population. Je ne parle pas de patients, parce qu'ils ne sont pas forcément justement avec des pathologies, et qui seraient pris en charge par des mutuelles. Donc notre interface, ça va être ensuite contractualisé avec des mutuelles. On a une mutuelle partenaire depuis quelques années. Bon, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on le diffuse. Et en fait, comme je le précisais ce matin, pour être crédible, il nous manque une chose, c'est vraiment cette constitution d'une association qui est représentée par de très nombreux professionnels pour faire face à la demande. Notre crédibilité, on l'a. Quand on va rencontrer ces gens-là, ils adhèrent à notre projet, à nos savoir-faire professionnels. Mais ils nous posent la question qui tue, vous êtes combien ?
Nous, on a 2,5 millions d'assurés. Voilà. Alors, si on leur dit on est 300, 500 formés réactifs, ils disent c'est bien, mais c'est pas assez. Donc quand nous serons 1000, 2000, 3000, plus, ça sera beaucoup plus facile. Et vous pensez pouvoir former ces 3000 kinés en plus à quelle échéance? Bon, Sébastien le disait, je pense qu'en fin 2016, on pourra lancer les premières formations. Bon, après, ça dépendra aussi du bon vouloir des professionnels, quoi, de leur envie d'aller plus loin, de participer à ce mouvement pour pouvoir aussi représenter autrement notre profession. Et occuper une place plus importante. Bien sûr. C'est ça. Sébastien Guérard, et après je passe la parole à Jean-François. Oui, le déploiement sur le terrain peut aller très très vite, dans la mesure où le cursus de base de tout kinésithérapeute est déjà solide. C'est-à-dire que c'est juste quelques outils à leur donner et leur transmettre. C'est pas, on part pas sur des dispositifs de formation. C'est pas une machine à gaz à mettre en place. Non. En 2-3 jours de formation, le kiné de base a tous les outils en main pour démarrer, s'initier à la pratique de la prévention primaire. Comment vous voyez ça, vous, de votre cours, cette idée-là? Est-ce que ça vous séduit? Comment vous le voyez? Pour ma part, je suis engagé dans la prévention depuis longtemps. Je connaissais le réseau, je ne m'y suis pas engagé. J'ai sûrement tort. Je pense qu'il faut grandir tous, et si on veut que les kinés, comme nous l'avons dit, sortent de leur cabinet, il faut qu'ils s'engagent dans ce genre d'institution. C'est le grand nombre qui va nous permettre de nous faire connaître et de valoriser cette compétence. Donc je pense qu'effectivement, il faut que tous, autant que nous sommes, quand nous décidons de nous engager dans la prévention, nous rapprochions d'entités qui ont déjà travaillé dessus et qui vont permettre le développement. J'aurais voulu revenir sur 2 points. On parle de grandir, et il faut peut-être faire évoluer notre langage aussi. On a parlé du patient acteur, et il faut peut-être revenir sur ce terme de patient. Moi, c'est une réflexion que j'ai depuis un sacré bout de temps. Pendant longtemps, je n'admettais pas qu'on me parle d'autre chose que du patient. Et maintenant, je pense qu'il faut accepter de passer au registre du client. C'est ce qui nous fera grandir. Pourquoi? Parce que le patient, étymologiquement, est quelqu'un qui est justement dans l'attente et dans la passivité. Nous disons que nous voulons transmettre aux soignés, nous voulons transmettre aux soignés un certain nombre de choses, déléguer de la compétence, donc il faut le considérer comme un adulte, et il est en attente de quelque chose. Nous devons lui proposer quelque chose auquel il adhère. Et ça, c'est un rapport avec un client. Et même si ça peut choquer certains d'entre vous, je crois qu'il faut que vous fassiez tous cette démarche. La profession va grandir au travers de ce vocabulaire aussi. Vous avez affaire à des clients, vous devez leur proposer quelque chose pour lequel ils sont en attente. Vous avez le savoir, vous avez la connaissance, mais n'oubliez pas quelque chose, c'est votre patient qui est en attente des objectifs que vous désirez lui fixer. Voilà. Il va falloir le séduire, ce patient, quand même. Frédéric André, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour préciser l'idée d'une structure, comme vous allez mettre en place, qui permettrait d'avoir plus de visibilité par rapport à la prévention. Je pense l'idée excellente, mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir une vision un peu plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire faire intervenir peut-être d'autres professions, un peu comme on fait dans l'éducation thérapeutique, pour essayer justement d'avoir un produit qui soit peut-être plus attractif, plus complet, sur lequel chacun travaillerait plus spécifiquement sur ses champs de compétences. Le bilan santé kiné, le nom dit bien ce qu'il veut dire, il met en évidence les spécificités de notre profession. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est travaillé par une commission scientifique. Au départ, on voulait tellement qu'il soit complet qu'on a fait une usine à gaz. On s'est rendu compte nous-mêmes qu'à pratiquer, c'était pas très, très fun. Donc on l'a restructuré, on l'a amélioré, on l'a renvoyé sur le terrain, on l'a retesté. Et là, on arrive à une mouture qui est vraiment très évoluée et qui permet justement, dans un temps raisonnable, d'être efficient. Parce qu'il faut aussi calculer le temps passé, parce que là on parle d'économie, de rentabilité, il y a un côté commercial évident à gérer, donc il faut qu'il soit à la fois pertinent, il faut qu'on puisse l'utiliser, comme on le disait ce matin, pour avoir des bases de données éventuelles à transmettre, et il faut que, à travers une formation simple pour le kiné déjà pratiquant, il puisse être maîtrisé en quelques jours de façon satisfaisante. Alors, on va revenir.
Oui. Je rebondis, je finis la question parce que je n'ai pas tout la question, répondu à tout. Est-ce que vous avez prévu... Alors, pour ce bilan, non, mais dans nos activités autres en entreprise, auprès d'autres formes d'associations grand public, on fait intervenir maintenant d'autres professionnels de santé. On travaille avec des psychologues, avec des ergothérapeutes. Je crois qu'on peut même envisager d'avoir certains partenariats avec les STAPS, parce qu'on ne peut pas être partout sur les chantiers pour faire de la gym le matin, on est bien d'accord, ce n'est pas forcément notre métier. Et on pourrait être prescripteur d'activité physique pour les STAPS, ça serait peut-être une meilleure orientation encore, je pense. Donc de toute façon, la pluridisciplinarité, elle est absolument obligatoire, elle est dans les textes, les ministères la veulent, donc il faut y penser. Notre petite faiblesse, je pense, c'est dû au fait qu'on est tous des libéraux, donc chez nous, on est tous les maîtres du monde. Donc déjà, nous fédérer, c'est un vrai effort au quotidien, ça je peux vous l'assurer, mais on y arrive. Donc je pense que tout l'espoir nous est permis, mais bon, pour finir sur ma réponse, oui, bien sûr, la pluridisciplinarité, il faut la pratiquer, pas pour tout, mais il faut le faire, effectivement. Et ça sera peut-être ça, d'ailleurs, la clé du succès, de pouvoir être le maillon ou le pivot central de cette pluridisciplinarité. Ça serait un bel objectif, je pense, et puis légitime dans beaucoup de domaines, c'est certain. Ah oui. Stéphane Guérard. Sébastien, pardon. Vous pouvez m'appeler Stéphane si vous voulez. Bon, ça vous va très bien aussi. Tout en gardant à l'esprit que l'objet numéro 1, c'est de redonner les clés de la prévention aux kinésithérapeutes. C'est-à-dire que la pluridisciplinarité, oui, mais réapproprions-nous le projet, réapproprions-nous le bébé, éventuellement devenons prescripteurs d'APA. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup intellectuellement dans la mesure où nous avons tous les outils pour être, entre guillemets, les chefs, les prescripteurs de la prévention. Donc ne laissons pas ça s'échapper aux autres. Aux autres, oui. On va revenir avec Jean-François Coat et Frédéric André sur l'aspect de la formation. 2 petites minutes, parce que justement, par rapport aux étudiants qui sont là, moi j'aimerais savoir si eux, là, qui seront demain des kinés qui vont nous soigner, ils sont aujourd'hui sensibilisés, formés beaucoup à la prévention. Est-ce que les messages que vous voulez faire passer à travers vos structures, vous leur faites déjà passer à eux? Ils sont sensibilisés plus que formés. Ah ben, est-ce que c'est pas là que le bas blesse alors? Mais nous sommes bien conscients qu'il faut réformer la formation en massokinésithérapie. Il n'est pas nouveau de dire que lorsque nous avons obtenu le diplôme d'État de kinésithérapie, c'est comme nous avons obtenu le permis de conduire. Nous sommes dans la capacité de nous engager à nous former un peu plus avant et à prendre en charge des patients, mais avec beaucoup de modestie. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours au même problème. Quand on n'arrive pas à faire sortir des professionnels de leur cabinet depuis qu'ils ont le diplôme d'État, il y a un problème. Donc, pour en revenir à ce registre-là, oui, ils ont moi, je dis que c'est une sensibilisation dans la mesure où ils ne peuvent pas essayer sur le terrain, mon collègue l'a souligné tout à l'heure, cette nouvelle compétence. Tant que nous n'aurons pas un champ de stage suffisamment ouvert, que ce soit vers l'entreprise ou d'autres domaines, on en restera au même niveau. On en restera au même niveau. Ce n'est pas les quelques heures d'ergonomie qu'ils ont et la sensibilisation permanente qu'ils peuvent avoir à l'esprit de la prévention qui vont suffire. C'est combien d'heures, juste la prévention sur 4 ans d'études, c'est ça? 3 ans. 3 ans à l'Institut, 1 an pour l'Institut de Toulouse à la faculté de médecine. Ce n'est pas quantifiable parce que ce n'est pas des heures qui sont forcément dédiées. Quand nous abordons le registre des rachlalgies, il y a un temps de domaine de la prévention. Quand on aborde la BPCO, il y a un temps de prévention. Il y a des heures d'ergonomie qui arrivent en fin de cursus, qui sont une approche plus sur le positionnement, plus spécifique sur les TMS. Mais en fait, le registre de la prévention, il intervient dès la première année, dès les premiers enseignements, il intervient. Donc, ce n'est pas quantifiable comme ça. Oui, je crois que c'est 30% peut-être de la formation, mais je dis sûrement une bêtise. Et dans un monde idéal, ça devrait être combien? Dans un monde idéal, dans une nouvelle définition de la kinésithérapie, la prévention pourrait se placer au premier rang, en tous les cas à égalité avec le traitement. Voilà. Pour moi, effectivement, nous avons tous les atouts pour être des préventeurs avant tout. Ça ferait un vrai basculement d'un petit article dans le décret de compétences, ça devrait devenir
un des 2 points forts ou 3 points forts de notre métier. Nuno Pires. Oui, justement, pour rebondir sur ce que disait Jean-François Coat, actuellement, le Conseil national de l'ordre, en collaboration avec les différents syndicats, on fait une proposition aux différents ministères de tutelle pour modifier l'article L4321.1 du Code de la santé publique et plus spécifiquement, je dirais, la définition de la kinésithérapie. Et dans la première phrase, la première chose sur le rôle du kinésithérapeute, pour ne pas vous le lire de manière rébarbative, je dirais, c'est prévention, bilan, thérapeutique globalement. Et la prévention vient en première position, comme il l'a dit. Alors, ça sera accepté ou pas par les ministères, ça c'est une autre chose, mais tout simplement, ça veut dire que la profession est en mouvement. Aujourd'hui, il faut que, d'un point de vue légal, on essaye de faire coller le côté légal à la réalité des choses, parce que la profession a évolué depuis sa création. Les textes qui la régissent, ou en tout cas qui la définissent, ont plus de 60 ans. Si je ne me trompe sur les chiffres. Donc aujourd'hui, s'il faut aussi qu'on ait ces compétences-là, on les a éventuellement, on peut les acquérir, c'est une chose. Je ne suis pas sûr que même tous les kinés sachent qu'ils peuvent faire en première intention un bilan de prévention. Et ça, je pense que c'est important, c'est ce que je retiens là. C'est que je ne suis pas sûr que dans la salle, et nos confrères qui ne sont pas venus sachent qu'ils ont la possibilité de le faire sans attendre une ordonnance du médecin. Et au-delà de ça, il faut que nos pratiques, bien sûr, évoluent dans le temps, répondent à une offre de soins qui est mouvante, à bien sûr une demande de nos tutelles et donc des ministères. Mais par contre, là-dessus, c'est sûr qu'il faut que ce soit reconnu, et il faut que la profession s'en investisse, il faut que les professionnels soient au courant, bien sûr, et surtout fassent de la prévention comme il faut qu'ils fassent d'autres choses. Hein. Leur champ aujourd'hui, et ils se le limitent eux-mêmes. Voilà. Mais est-ce qu'on a des études aujourd'hui qui prouvent que finalement, excusez-moi de la naïveté de la question, mais que la prévention, c'est utile? Est-ce que vous avez fait des études sur la preuve du concept, finalement, sur savoir comment est-ce qu'on prouve qu'une opération de prévention, une campagne, elle est bénéfique pour le patient et pour la société en général, qui ne paiera pas les résultats d'une lombalgie, par exemple, si jamais elle peut être évitée? Alors, ce qui est incontournable, c'est de faire évaluer nos actions. Hein. On ne sera pas crédible tant qu'on ne sera pas capable de fournir des évaluations. Dans nos interventions en entreprise maintenant, ça fait partie maintenant de la construction dans le plan conventionnel de prévoir l'évaluation à distance de la formation. Et ça, vous savez dire, tiens, ça j'ai fait gagner finalement ce temps à l'entreprise en faisant... C'est l'entreprise qui le dit, c'est encore plus prégnant que ça. C'est en encore fait, mieux, oui. C'est l'entreprise qui sort son résultat. De toute façon, si elle nous fait intervenir, même si c'est dans son plan de formation, ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte du temps, surtout en production. Donc il faut que ça soit efficient. Hein. On est dans un monde économique dur, tendu, où pour ressortir des salariés d'un poste de travail, c'est comme le plus compliqué. C'est plus compliqué que financer une formation. Hein. Et il faut qu'il y ait des résultats. Donc si on leur propose dès le départ d'avoir des supports, de construire avec elles les évaluations, c'est ce qu'on fait dans certains programmes à l'heure actuelle, on sera encore plus crédible, bien sûr, et ça nous servira ensuite pour la suite pour faire valoir notre action, bien sûr. Hein. Vous êtes en capacité aujourd'hui de dire si vous mettez en place une formation sur tel type de poste, vous évitez tant d'arrêts de travail l'année prochaine. Est-ce que il y a des chiffres comme ça qui existent? Il y a des chiffres qui sortent. Alors, il y en a qui sont objectifs, d'autres un peu plus objectifs, parce que s'attribuer toutes les améliorations sur les accidents de travail, parce qu'on intervient en tant que kiné avec une intervention extrêmement intéressante, c'est un peu aller vite en besogne quand même, tant que l'entreprise ne touchera pas à son organisation professionnelle, à sa communication en interne, à ses risques psychosociaux. Voilà, la prévention au sein de l'entreprise, c'est le fait de tous les acteurs de l'entreprise, en plus des intervenants extérieurs. Et pour que ça fonctionne vraiment efficacement, je crois qu'il faut être modeste. Hein, notre action, elle est vraiment efficace, elle est reconnue comme telle, mais on a besoin du support et de l'aide de tous les acteurs de l'entreprise. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire baisser les DMS d'une entreprise. On voit quelquefois des intervenants qui disent voilà, j'ai fait telle action, j'ai fait 10 jours de formation dans telle entreprise, les ATMT ont baissé de 30-40%. Soyons sérieux, quoi. C'est de la com, c'est tout, en fait. Hein. Il faut aussi qu'on ait le sérieux de se remettre en question, de s'évaluer, parce que des fois, sur les évaluations, on s'apercevra que même si notre action est la même que de la quinzaine précédente d'une autre entreprise et qui a donné satisfaction, là, il y aura des écueils. Il
Il y aura des écueils parce qu'il y a des conflits sociaux, parce qu'il y a des problèmes techniques. Et on n'a pas la main sur tout, hein, mais on a un regard spécifique, exercé, parce qu'on a été formé pour, qui nous permettra, en toute indépendance, de lever des lièvres. Et on se réserve même le luxe, on en parlait ce matin avec Christian, de dire à une entreprise, là, ça ne va pas. Et on sera peut-être viré pour avoir dit, mais au moins on aura notre indépendance, notre responsabilité intellectuelle de professionnel de santé. De l'avoir dit. On aura mis le doigt sur les choses. Et derrière, ça bouge. Ça bougera peut-être sans nous, mais peu importe, ça bougera quand même. Jusqu'à présent, en fait, quand nous intervenons en entreprise, nous bénéficions du fait que la demande vient souvent de l'entreprise. Et pour l'entreprise, ça fait partie du plan de com. Donc, même si notre intervention... quelle que soit la teneur de notre intervention, elle va être positive pour l'entreprise, elle va être perçue comme positive par l'entreprise dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'elle dit vis-à-vis des syndicats, ben, vous voyez, j'ai fait ceci. Vis-à-vis de la médecine du travail, c'est exactement pareil. Donc, on ne peut pas rester, on ne peut pas se contenter de ce faible résultat-là. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il faut vraiment que l'on prouve que c'est notre action et rien d'autre qui a amené un plus. Maintenant, le contexte général de la vie d'entreprise fait qu'effectivement, ce sera toujours très très difficile de détacher la qualité, enfin le plus amené par notre intervention propre, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans les démarches évaluatives, c'est le fait de faire évaluer notre action par les salariés eux-mêmes. Ce sont des évaluations qui sont reconnues, dont les résultats sont extrêmement intéressants. Hein. Et en préalable à nos actions, pour minimiser les risques justement d'écueils de récupération par l'entreprise de notre intervention, il est absolument essentiel, c'est ce qu'on fait systématiquement, de faire des visites préparatoires en entreprise. On fait une espèce d'audit, si vous voulez, pour analyser la demande, le contexte. Et dans certains contextes, quand on soulève certaines problématiques, on n'y va pas, on dit non carrément. Hein. Parce que quand on sert uniquement d'alibi et qu'on dépiste qu'on est là pour servir d'alibi dans une entreprise qui est en plein conflit social, restructuration, on ne part pas à l'échafaud, la fleur au fusil quand même, quoi. Donc il vaut mieux dire non. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, une façon de se faire crédibiliser, quoi. La difficulté de l'évaluation, en fait, c'est de trouver le bon indicateur qui retrace véritablement notre intervention dans l'entreprise. Si on se base sur des chiffres comme les AT, à mon avis, ce n'est pas du tout représentatif. Si on se base sur les arrêts maladie ou sur les différentes troubles musculo-squelettiques qu'il peut y avoir, à mon avis, ce n'est pas représentatif. Et en plus, dans notre intervention, souvent, il y a un aménagement ou une modification de l'organisation du travail qui, la plupart du temps, derrière, n'est pas faite. Donc, ça me paraît difficile, de façon très spécifique, d'évaluer notre intervention. Et ensuite, il y a aussi le facteur temps, c'est-à-dire quand on va intervenir, on peut, à mon avis, il faut l'évaluer à chaud, mais il faut l'évaluer aussi à moyen et à long terme pour voir véritablement ce qu'il en ressort de tout ça après, quoi. Donc c'est vrai que évaluer c'est bien, mais il y a, dans la méthodologie d'évaluation, il y a pas mal d'obstacles qui empêchent d'avoir des résultats véritablement représentatifs de notre intervention. Alors c'est vrai qu'au début tout le monde est content, mais est-ce que derrière, au bout d'un an, 2 ans, il reste des choses ? Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça, quoi ? Sébastien Guérard. Oui, j'aimerais apporter une réponse un petit peu plus générale à la question sur combien ça fait économiser, hein, si on prend un petit peu de recul et qu'on essaie de réintégrer la prévention au sens large du terme et sortir de l'entreprise. Si on ne peut pas mesurer et quantifier aujourd'hui combien on va faire économiser au système, on sait surtout combien ça coûte aujourd'hui au système et on fait le constat d'échec d'un système. C'est-à-dire que quand on reprend les chiffres, qu'on brasse à la moulinette ce que coûtent aujourd'hui les problèmes de lombalgie, de TMS et j'en passe, on voit bien que tout ce qu'on met en place depuis 30 ou 40 ans ne marche pas puisque c'est de plus en plus chaque année et c'est de moins en moins bien. Donc, je pense lombalgie, je crois que c'est 9 millions, je crois que c'est Nicolas Machury qui le disait ce matin. Milliards. 9 millions de journées de travail perdues et 2 milliards. 2 milliards, ça coûte 2 milliards à la Sécu, quoi. Donc vous pourriez peut-être modestement, peut-être faire économiser, si ce n'est la moitié, ça serait pas mal. Ce serait très bien. 1 milliard. La lombalgie, c'est un très bon exemple. Nous, on donne des conseils. La lombalgie, on connaît, hein, on voit ça au quotidien. On donne beaucoup de conseils. Et on s'est aperçu, nous, en faisant les statistiques, parce qu'on a des centres de formation dans notre association qui sont dédiés à la prévention pour les professionnels. Et les confrères qui sont intéressés par la prévention, qui viennent se former,
Alors, sur les TMS, donc on a des exercices extrêmement différents. L'apprentissage d'un port de charge basique, une petite caisse en plastique qui pèse 8 kg. 70, dans la population générale, 95% des gens ne savent pas soulever cette charge. Dans la population des kinés motivés qui viennent se former, 70 à 80% ne savent pas soulever cette charge. Les kinés eux-mêmes, vous voulez dire? Absolument. Donc là, Il y a j'entends un grand silence dans la salle, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se former avant d'aller en entreprise ou ailleurs. Ou alors, il faut vraiment effectivement faire bouger la formation initiale pour que tout ça soit inclus dans cette formation initiale. Bah oui, voilà, parce que c'est chez ces jeux que le problème il se pose. C'est ça. Juste une petite chose. Ne savent pas ou l'ont oublié, je pense aussi. Parce qu'entre la formation et après la pratique que l'on peut avoir qui s'éloigne de ce type de pratique, il peut y avoir aussi des oublis, je pense, à leur décharge. La question aussi, à mon avis, on va voir si les étudiants vont dans mon sens. Est-ce que dans la formation initiale, ils viennent, disons, leur motivation sont la prévention? Je pense que dans un premier temps, ils viennent pour soigner quelqu'un et faire quelque chose uniquement basé sur le soin. À partir du moment où vous tournez autour du soin, que vous parlez de prévention, de manutention, tout ça, je n'ai pas l'impression qu'ils soient très, très intéressés par ça. C'est vrai qu'en fait, il est plus légitime d'orienter son chemin vers la prévention après quelques années d'exercice où on est confronté aux patients, à la douleur, à la problématique. C'est un chemin beaucoup plus logique. Alors, nous, on constate avec bonheur qu'on a quelques jeunes diplômés parce qu'ils ont fait des rencontres, ils nous ont rencontrés par exemple, donc ils sont motivés forcément, et qui viennent à rejoindre nos associations, parce que c'est dynamique, c'est sympa en plus, et qui s'y mettent un petit peu avant les autres. Mais effectivement, il est logique d'avoir un petit parcours professionnel pour se confronter un petit peu à la réalité des choses, bien sûr. Alors, on va arriver au terme de cette deuxième table ronde. Mot de la fin pour chacun de vous. Quel va être ou quel est le principal obstacle à lever, le principal frein à lever pour faire en sorte que votre profession retrouve la place qu'elle doit occuper en matière de prévention? 3 points. La formation initiale, le référentiel métier, faire sortir les kinés du cabinet. Très bien. Donc pour moi, l'obstacle, c'est nous, vous l'avez compris. Et je voudrais juste, pour terminer, après je ne dirai plus rien, pour représenter ce que doit être la prévention maintenant, ce qu'elle est à mon sens, c'est citer Victor Hugo qui disait en substance « Rien ne saurait jamais arrêter une idée dont l'heure est venue ». Très bien. C'est beau. Bon, après ça... Prendre la parole après Victor Hugo, c'est dur. Oui, après Victor Hugo, moi je ne suis pas trop dans la poésie, vous m'excuserez. Donc effectivement, pour faire relativement court, c'est effectivement nous le frein, les kinésithérapeutes en soi, qui ne s'autorisent pas assez à se projeter là-dedans. Ils ne savent pas, donc c'est la problématique éventuellement de la formation et de l'information, effectivement la formation initiale, le référentiel métier ou la définition, je vous l'ai dit, donc le côté législatif qui doit évoluer pour que l'on puisse d'autant plus se l'approprier. Voilà ma conclusion. Jean-François Coat. Le frein, c'est nous. Le frein, c'est nous uniquement. Je voudrais profiter quand même de la tribune pour parler de la prévention pour les kinés. On parle de la prévention à l'encontre de l'entreprise, on a parlé de la prévention pour nos patients. Et il faut aussi se tourner vers notre profession. Et je crois que peut-être que certains sont enfermés dans leur cabinet et qu'il y a donc une aide à leur apporter. Et que si nos instances veulent bien s'engager dans une démarche de prévention à l'encontre des professionnels, je pense que ça a déjà été engagé, mais il faut le renouveler et le développer. Ça amènera d'autres kinés à s'ouvrir et à accepter de partager en dehors du cabinet. L'union fait la force, bien connu. Frédéric André. Oui, non, moi je dirais 3 mots, visibilité, compétences pédagogiques et le dernier, rémunération. C'est vrai, bah oui, vous avez raison. Très bien. Écoutez, merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Avant qu'on ne se quitte, peut-être 2 ou 3 questions dans la salle. Si jamais il y a besoin, ils sont là, profitez-en, ils sont à vous. Allez, Christian Maignan, on vous écoute.
Il a été évoqué les évaluations. Alors, l'entreprise, elles sont plurifactorielles, difficiles à mener, difficiles à interpréter, il faut rester modeste. Sur d'autres domaines, je pense à la prévention des chutes chez les personnes âgées, les chiffres sont beaucoup plus clairs. Donc, je citerai simplement, et puis ce sera rappelé dans une prochaine conférence, que sur un programme de prévention des chutes mené auprès de 9000 personnes, sur un panel de 330 personnes évaluées à 2 ans, les résultats sont nets et clairs, avec 30% de reprise d'activité physique, avec reprise d'activité sociale, amélioration des scores d'équilibre, diminution des chutes médicalisées, facilité à se relever du sol, enfin des indicateurs très précis, renouvelés de la même façon au début à la fin. Ce n'est pas encore assez scientifique, il faut du double aveugle, il faut tout ça. Bon, en kiné, c'est pas facile, mais enfin, bref, on a déjà des débuts d'évaluation sur ce terrain-là qui sont incontestables. Je vois que Jean-Yves Lemerle, me semble-t-il, lève la main. Allez. Oui, je ne vais pas poser une question, mais je vais essayer de répondre à une question qui n'a pas été complètement répondue par la tribune. Et même à la fin du tour de table, il était question de la réingénierie du diplôme et des études. Alors je vais vous faire quelques petits échos. La réingénierie des diplômes, c'est 3 ans, et on va arriver à 4 ans. C'est qu'à la première réunion, tous les kinésithérapeutes ont parlé, j'en rachèterai 2 points. Ils ont parlé, 1, de la prévention. Et puis 2, la prévention et toutes nos études, c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui, mais il faut l'aborder aussi, c'est aussi de la recherche. C'est incontournable. Et je vais simplement vous donner la température, je suis désolé de donner un coup de froid. C'est que lors de la première, deuxième, troisième réunion, à la réingénierie des diplômes, la prévention avait disparu du tableau. La recherche aussi. Voilà d'où nous partons avec nos responsables au ministère. Depuis, les choses ont bien évolué. L'équipe qui travaille à la réingénierie fait plutôt bien les choses. La prévention, elle a une bonne part petite. Elle y est. J'espère qu'elle y restera. Et puis, il ne faut pas être trop gourmand sur le gâteau parce que ça rend malade. Hein. Mais le principal, c'est qu'elle y soit dans la formation. Et puis, il restera à nous de la développer de plus en plus avec les instituts pour qu'elle occupe, parce qu'elle est loin d'occuper les 70, les 50, les 20, les 10%, les 5, les 0,5% dans le programme qui est annoncé. Mais elle devrait y être. Et à vous, nous, les jeunes qui sont là, de la faire développer pour qu'un jour, peut-être que dans les études, il y aura 50% de prévention. Donc elle y est bien, mais c'est hard. Merci. Une question en haut dans la salle d'une jeune fille. Bonjour. Alors moi j'ai une question simple. Que pensez-vous du quasi-monopole de l'INRS sur la prévention des TMS, donc, que ce soit dans les formations gestes et postures ou PRAP, voilà, où on peut voir des sapeurs-pompiers proposer des formations gestes et postures, ou alors pompiers si on a de la chance. Alors, je vais vous répondre simplement, c'est pour ça qu'il faut proposer autre chose que les formations gestes et postures. Des formations qui sont faites par les kinés, comme on s'attache à le faire. Les formations gestes et postures, les formations PRAP, comme on les appelle maintenant, qui sont une évolution des premières, existent depuis des dizaines d'années, sont peu efficientes, pour différentes raisons, hein, je n'entrerai pas dans les détails. Il y a déjà beaucoup de gens dans l'entreprise, comme vous l'évoquiez, qui les pratiquent, avec leurs prérequis. Les entreprises viennent maintenant très fréquemment vers nous pour qu'on leur propose autre chose. Elles ont clairement envie d'autre chose, et nous avons encore une fois, nous, des cordes à notre arc pour leur proposer ces choses-là, en fait. Sans renier l'existant, en apportant quelque chose qui est beaucoup plus moderne, avec un regard de professionnel de santé, qui a largement sa place. Hein. Donc l'INRS écrit énormément de choses intéressantes, hein, on en tient beaucoup compte, parce que c'est le ministère, c'est la réglementation, il faut aussi connaître toutes ces normes, toutes ces recommandations, mais on a aussi plein de choses à faire valoir et on peut se détacher de ces recommandations. On peut proposer autre chose aussi, hein, on n'a aucun empêchement dans ce domaine. Alors, plus généralement, c'est en lien quand même direct avec ce que vous demandez, c'est la problématique finalement aujourd'hui de l'attaque des activités ou de nos pans, je dirais, d'activités par d'autres professions en général. Donc ça rentrait dans la problématique trop non plus, et surtout dans la polémique. Et pour reprendre, je dirais, les dires de mon confrère de droite, parce qu'on en a beaucoup discuté, aujourd'hui, la réponse, elle est simple à toutes ces choses-là. C'est prouvons que nous faisons mieux, que nous savons faire, et faisons-le surtout. Voilà, c'est la preuve du concept.
La vraie limite des formations que vous évoquez, de toute façon, c'est que c'est un discours annonné qui ne tient absolument pas compte d'un contexte. Et je préfère me référer à ce que j'ai entendu ce matin, une action de prévention qui va au plus près du terrain et qui est adaptée à un individu dans la proximité, plutôt que renouveler. C'est comme les formations manutention. La manutention apprise dans une salle, pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Si on est là, je pense que c'est pour ça. On sait qu'à l'heure actuelle, justement, les formations qui sont données ne sont pas forcément ce qu'il faut. Mais malheureusement, c'est un monopole qui est là. Les entreprises se tournent systématiquement vers l'INRS et pas vers les kinés, quoi. On a tendance à se réveiller trop tard, je dirais. Alors, pas systématiquement. Nous, on a la preuve du contraire, en fait. On est très sollicité. Il arrive même des fois qu'on ne puisse même pas répondre à ces sollicitations. Franchement, en entreprise, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont envie d'être aussi performants, parce qu'ils ont des vraies problématiques. Donc, à un moment donné, ils veulent autre chose, quoi. Donc, c'est pas un monopole. Ils sont prédominants parce qu'ils sont nombreux. Nous, on n'est pas assez nombreux, c'est une évidence. Mais on a vraiment notre part à prendre, quoi, en fait. Mais encore une fois, ça dépend vraiment que de nous, quoi. Moi, j'abonde dans ce sens, dans la mesure où nous sommes régulièrement contactés par une grande entreprise nationale, donc qui n'aurait rien de plus simple que se tourner vers l'INRS. Or, elle se tourne vers l'Institut de formation kiné. Et ensuite, une fois que notre chemin est fait, le médecin du travail qui travaille en coordination avec ces entreprises nous contacte à nous. Elle ne va pas contacter l'INRS. Donc, c'est que nous avons un discours différent et qu'ils sont d'accord avec notre différence. Et à nous de la faire valoir. Ce qui me semble important de dire, c'est que c'est effectivement souvent des grosses entreprises qui ont la possibilité de faire appel à des kinés. Pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, régulièrement, ils se tournent vers ce qui est préconisé, donc les formations PRAP. Alors, les toutes petites entreprises, on a eu un exemple ce matin, ne connaissent même pas l'INRS, hein. Il y a aussi un problème d'information en entreprise, hein, il faut être très clair. Et les kinés, dans notre réseau ou autres, hein, peu importe, interviennent dans toute taille d'entreprise. On intervient auprès d'associations. Il y a des fois des groupes de formation qui se font avec 8 personnes simplement. C'est souvent une question de rencontre de personnes, en fait. Hein. À partir du moment où il y a une vraie motivation, qu'elle est partagée, on arrive vraiment à mettre en place des choses. On a la légitimité, on a les textes de loi qui nous autorisent à le faire si on est organisme de formation. Et donc, on n'est pas du tout restreint aux grandes entreprises, hein, bien au contraire. Hein. C'est souvent dans les premières expériences de formation sur le terrain par les kinés formés en prévention, la proximité, un patient qui a une petite entreprise qui permettent justement de se mettre le pied à l'étrier facilement. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de discours. Hein. L'INRS n'a pas de monopole. Ce sont simplement les seuls qui sont visibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on a du mal à investir en entreprise, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment visible et pas assez présent. Alors nous, on va essayer de faire changer les choses. Ça, c'est sûr que c'est notre mission. Mais l'INRS ne va pas non plus nous faire de cadeaux parce qu'effectivement, ils tiennent à défendre leur part du gâteau. Mais comme le dit très bien Pascal, et ils en sont la preuve vivante sur le terrain, aujourd'hui, ils sont submergés de travail. Ils n'ont pas assez de kinés formés et disponibles sur le terrain pour répondre à la demande. Donc, au boulot. L'INRS ne fait pas appel à des kinés, ou alors il faut appliquer le PRAP. Alors, encore une question ici, puis on passera à la suite du programme de la journée. Christian Maignan. Alors, par rapport à cette question de l'INRS est un organisme d'État, effectivement, il a un réseau qui est le réseau des CARSAT, et effectivement, quand ces préventeurs-là, qui ne sont jamais que les assureurs du risque accident de travail maladie professionnelle, sont sollicités dans les CHSCT ou par les employeurs, ou quand ils déclenchent des contrôles, parce qu'en tant qu'assureurs, ils ont un rôle, et puis c'est eux qui font la tarification, donc ça fait mal aux entreprises de payer 0,1 de plus de cotisation à TMP. Donc évidemment, ils ont un bras de levier très puissant. Mais aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que quand on se groupe pour mettre en place des méthodologies et pour les accréditer, et c'est long, c'est 10 ans, j'ai ce matin présenté l'accréditation pas mal, aujourd'hui, les CARSAT financent des formations pas mal, parce qu'un nombre d'entreprises disent « Ok, on veut bien faire de la prévention, mais pas n'importe laquelle, on a essayé les formations PRAP, ça ne fonctionne pas, laissez-nous s'il vous plaît essayer autre chose, plus centré sur l'individu, comprenant des bilans individuels, une application au poste de travail et de l'amélioration des conditions de travail. » Alors ça ne se fait pas en un jour, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a plus de monopole. Et aujourd'hui, le discours qu'on entend, on est presque la moitié de nos clients ont un formateur PRAP en interne. Et on intervient quand même. C'est pas toujours agréable de croiser son regard dans les couloirs, hein, mais on le fait.
Juste par rapport à votre intervention, par expérience, vous avez quand même des appels d'offres où vous n'avez pas besoin de discuter et où ils vous demandent un PRAP. Donc dans ces cas-là, soit on prend, soit on ne prend pas, mais là on n'a pas le choix, quoi. C'est pas toujours. Tout à fait d'accord. Très bien, bah, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que cette table ronde va s'achever. Merci à vous tous d'y avoir participé. Je vais juste très rapidement donner la parole maintenant à Nicolas Machuret qui va venir présenter l'atelier M Tondo, qui vient de vite présenter tout ça.